Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, Mémoire pour servir à l'histoire de mon temps, de François Guizot, édition établie, présentée et annotée par Laurent Théis, livre publié chez les excellentes éditions Perrin. Lorsqu'en 1857, dans sa 70e année, François Guizot entreprend de rédiger ses mémoires, il dispose du matériau incomparable que lui fournit 50 ans d'expériences multiples. Il a été successivement ou en même temps critique littéraire, publiciste, polémiste, professeur d'université, éditeur, conseiller d'État, député, conseiller général, ministre, ambassadeur, président du Conseil. Il faut rappeler que la terreur l'avait rendu orphelin et la révolution de 1830 l'avait conduit au gouvernement, celle de 1848 l'avait renversé et contraint à l'exil. Il s'est installé dans une espèce de retraite active, exerçant une magistrature d'influence via la presse, l'Institut de France, l'Église réformée, dont il était une figure de proue, et également une immense correspondance française et européenne. Il est très intéressant de comprendre pourquoi Guizot a écrit ses mémoires. Et voici ce qu'il dit dès les premières pages de celle-ci. J'agis autrement que n'ont fait naguère plusieurs de mes contemporains. Je publie mes mémoires pendant que je suis encore là pour en répondre. Ce n'est point par lassitude du repos, ni pour rouvrir à d'anciennes luttes une petite arène, à défaut de la grande, maintenant fermée. J'ai beaucoup lutté dans ma vie, et avec ardeur. L'âge et la retraite ont répandu, pour moi, leur paix sur le passé. C'est d'un ciel profondément serein que je reporte aujourd'hui mes regards vers cet horizon chargé de tant d'orages. Je sonde attentivement mon âme, et je n'y découvre aucun sentiment qui envenime mes souvenirs. Point de fiel permet beaucoup de franchise. C'est la personnalité qui altère ou décrit la vérité. Voulant parler de mon temps et de ma propre vie, j'aime mieux le faire du bord que du fond de la tombe. Pour moi-même, j'y trouve plus de dignité, et pour les autres, j'en apporterai dans mes jugements et dans mes paroles plus de scrupules. Si des plaintes s'élèvent, ce que je ne me flatte guère d'éviter, on ne dira pas du moins que je n'ai pas voulu les entendre, et que je me suis soustrait au fardeau de mes œuvres. Fin de citation pour le moment. Donc comme vous le voyez, il justifie ses mémoires en expliquant que la retraite lui a apporté la sérénité et qu'il préfère écrire en étant encore vivant plutôt que ne pas pouvoir le faire une fois qu'il sera mort. Je vais vous lire un autre passage qui me semble éclairant pour illustrer son sens de l'analyse et certaines justifications théoriques ou politiques. Je n'hésitais point à entrer sous de tels auspices dans les affaires. Aucun engagement antérieur, aucun motif personnel ne me portait vers la restauration. Je suis de ceux que l'élan de 1789 a élevé et qui ne consentiront point à descendre. Mais si je ne tiens à l'ancien régime par aucun intérêt, je n'ai jamais ressenti contre l'ancienne France aucune amertume. Né bourgeois et protestant, je suis profondément dévoué à la liberté de conscience, à l'égalité devant la loi, à toutes les grandes conquêtes de notre ordre social. Mais ma confiance dans ces conquêtes est pleine et tranquille, et je ne me crois pas obligé pour servir leur cause de considérer la maison de Bourbon, la noblesse française et le clergé catholique comme des ennemis. Pour moi, j'ai toujours porté aux faits et aux noms qui ont tenu une grande place dans notre destinée un respect affectueux. Et tout homme nouveau que je suis, quand le roi Louis XVIII est rentré la charte à la main, je ne me suis point senti irrité ni humilié d'avoir à jouir de nos libertés ou à les défendre, sous l'ancienne race des rois de France. Et en commun avec tous les Français nobles ou bourgeois, dussent leurs anciennes rivalités être encore quelque temps une source de méfiance et d'agitation. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Il explique ses grandes idées politiques, hein, bon, plutôt démocrate, plutôt libérale, pour la liberté de conscience. Et il explique que voir Louis XVIII brandir la charte était pour lui un gage de caution qui lui permettait justement de soutenir Louis XVIII.
Et il explique qu'il n'avait aucun ressenti ou haine contre l'ancienne France, mais qu'il n'était pas obligé de considérer les Bourbons comme les défenseurs des nouvelles idées introduites par la Révolution française. Et enfin, un dernier paragraphe, c'est c'est très intéressant sur l'opposition entre la France et l'Angleterre. Je vais vous lire ce passage qui est dans le chapitre intitulé Mon opposition. J'étais loin de mesurer en 1823, aussi bien qu'aujourd'hui, les obstacles qui nous attendaient dans notre travail d'organisation constitutionnelle. Mais j'avais le sentiment que nos devanciers de 1789 avaient beaucoup trop dédaigné l'ancienne France, ses éléments sociaux, ses traditions, ses mœurs, et que pour ramener dans notre patrie l'harmonie avec la liberté, il fallait tenir plus, plus de compte de son passé. En même temps donc que je mettais sous les yeux du public français, l'histoire et les monuments originaux des institutions et des révolutions de l'Angleterre, j'entrais avec ardeur dans l'étude et l'exposition de l'ancienne société française, de ses origines, de ses lois, des phases diverses de son développement. J'avais également à cœur de nous approprier les enseignements d'une grande histoire étrangère et de ranimer parmi nous le goût avec intelligence de notre propre histoire. Fin de citation. Cet ouvrage est vraiment intéressant parce qu'on déjà on voit le parcours de cet homme politique qui a eu un parcours très riche, qui a également vécu donc sous la Révolution, la Révolution, l'Empire, la Restauration. On y voit également des portraits saisissants, intéressants de Louis XVIII, de Lafayette, de Napoléon. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il disait de Napoléon. On voit également des propos contre euh, Benjamin Constant. Et ça nous permet en fait de voir cet homme qui a une expérience riche, de comprendre comment il a vécu toutes ces années politiques hein, jusqu'à la fin en 1848, date de sa chute et du régime auquel il avait attaché son nom. Donc ces mémoires d'État sont vraiment très intéressantes parce que voilà, c'est une période fascinante de l'histoire de France avec un de ses acteurs, un des plus importants, un des plus renommés, pas forcément par ses réussites, mais en tout cas par son audience et son influence. On voit qu'il a également été au contact des grands personnages de ce monde, hein. Je l'ai dit, Chateaubriand, Louis XVIII, Talleyrand, Lafayette, Madame Récamier, Louis-Philippe, Thiers, Lamartine, la reine Victoria et tant d'autres. Et c'est important voilà, de comprendre comment lui, protestant, libéral, a participé à toutes ces joutes politiques. Donc bien évidemment, ces mémoires ne sont qu'une édition coupée, on va dire. L'auteur a essayé, enfin Laurent Théis a essayé de présenter ses mémoires en nous donnant les passages les plus saillants, les plus importants. Et c'est vrai qu'en 550 pages, on comprend parfaitement la société d'Ancien Régime, la société napoléonienne, la Restauration. On comprend également toutes ces luttes de pouvoir, toutes ces influences. J'ai passé un excellent moment à lire ces mémoires, même si je ne suis pas du tout libéral, même si je ne suis pas du tout adepte de la Restauration ou des idées libérales, démocratiques et protestantes. Mais c'est un ouvrage qui est vraiment très bien écrit, qui est passionnant, qui est vraiment instructif. On voit que c'est un homme qui a beaucoup écrit, qui avait vraiment un sens de la littérature, un sens de la formule, et je suis intimement convaincu que quand vous lirez ses mémoires, vous en apprendrez beaucoup. Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, François Guizot, livre publié chez les excellentes éditions Perrin.